Ce podcast vous est proposé par 1897 et Pic Sport. Retrouvez 100% de l'UEFA Champions League sur Pix Plus Sport. Pour plus d'informations, rendez-vous dans la description. Salut à tous et bienvenue dans ce podcast dédié à l'Union en Champions League. Donc, c'est une collaboration entre Pic Sport et 1897. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir deux invités sur mon plateau. Guillaume François, joueur iconique de l'Union Saint-Gilloise. Bonjour Guillaume. Bonjour Bruno. Et Fabrizio Bassano, supporter de très longue date et un peu, je dirais, l'encyclopédie vivante du club, également auteur de plusieurs ouvrages. Bonjour Bruno, bonjour Guillaume. Bonjour Ça fait Fabrice. plaisir de vous retrouver ici. Moi aussi, je suis très content d'être ici et de vous avoir en face de moi pour aborder évidemment le sujet dont tout le monde parle, l'Union en Champions League, puisqu'entre-temps, on connaît déjà depuis un petit temps les adversaires qu'on va affronter. Je dirais peut-être première question pour se mettre dans le bain, aussi bien pour toi Guillaume que pour toi Fabrizio. Votre première réaction quand vous avez vu les noms sortir du chapeau? À toi l'honneur Fabrizio. Ah ben écoute, en tout cas, bon, il y avait un enthousiasme de toute façon et une excitation que rarement on a connue, c'est vrai. Quand même participer à la Champions League et voir qui on va rencontrer, c'est très très excitant. Après, c'est vrai que on en parlera peut-être. Il y a des équipes que j'aurais souhaité plus que d'autres. On va dire des déplacements aussi, parce qu'on regardait beaucoup aussi les déplacements qu'on allait faire comme supporters, puisque c'est quand même ça le nœud, le cœur du sujet. Mais non. Globalement, je trouve, on ne peut pas faire la fine bouche. Nous sommes l'Union Saint-Gilloise, et donc c'est un très beau, c'est un bon tirage. Il y a de grosses équipes qu'on va rencontrer, des équipes qui ont une histoire européenne. Je dirais quand même, on peut pas se plaindre. Et donc, voilà. Après, on en parlera peut-être au niveau sportif avec Guillaume. Je veux dire, c'est un groupe. On a 8 équipes très très difficiles à jouer, quoi. Oui, tout à fait. Et toi, Guillaume, ta première réaction? Moi je trouve que c'est génial. Tout d'abord quand on regarde les pots, voir les équipes qu'il y a, ça reste la compétition du plus haut niveau possible dans le monde. Et voir notre club de l'Union dans le pot 4, c'était quand même magique. Et puis quand le tirage est arrivé, je pense que c'est un très très beau tirage avec des déplacements qui vont être des expériences incroyables. Des très beaux stades très très chauds, où je pense qu'on va prendre beaucoup de plaisir dans la souffrance. Et comme Fabrizio l'a dit, des clubs historiques. Mais voilà, on a hâte que ça commence. Et avant de connaître les équipes, est-ce que toi, tu avais une ou plusieurs équipes en tête où tu disais, bon, celle-là, je veux absolument y aller, ça, c'est un club mythique Je m'étais arrêté avec l'Espagne et Barça ou Real. Mais ouais. au final, on va aller à Madrid, dans l'autre club de la ville. Et pour avoir déjà vu beaucoup de matchs sans être jamais allé au stade, je pense que ça va être également un stade incroyable à vivre et à expérimenter. Ouais. Et dans le groupe, c'était quoi les attentes du groupe? Bon, on était très excités. On a organisé la vision ensemble hier après l'entraînement. On est resté manger pour regarder le tirage. Et la loterie est faite de manière assez spéciale depuis 2 ans. Mhm. On voit quand même assez vite les choses se dessiner. Mais voilà, on est surtout content d'avoir évité ce fameux déplacement de 10 petites heures d'avion. On laisse ça à nos amis brugeois. Et voilà, on était très excités et très heureux de découvrir les équipes qu'on va affronter. Ouais. Et toi, Fabrizio, est-ce qu'il y a un match qui te tient plus à cœur qu'un autre? Disons, personnellement, comme déplacement, je dirais le Bayern Munich. Ouais. J'ai vraiment envie d'aller dans leur stade. J'ai jamais été. Donc, sinon, à domicile, je dirais par exemple Marseille. Marseille, pour plusieurs raisons. Parce que voilà, j'aime bien Marseille, j'aime bien l'OM. Et donc, et puis bon, on l'évoquera peut-être tantôt, mais il y a quand même une histoire avec Ouais, eux tout à fait, particulière ouais. liée aux Coupes d'Europe, quoi. Ouais. Guillaume, quand tu regardes justement les équipes qu'on a tirées, il y en a une en particulier qui t'inspire plus que d'autres?
L'Atlético Madrid, quand même, on sait qu'ils sont très très durs à jouer à domicile. Ils ont toute proportion gardé un peu un style de jeu qui pourrait nous correspondre. Et donc, ça va être très intéressant de voir ça de tout près et de le vivre en live. Sinon, c'était vraiment un rêve de gosse qui se réalisait pour la plupart des joueurs. Donc, chaque match va être d'une intensité incroyable et on a vraiment envie que la compétition commence et de pouvoir se mesurer parce qu'on a chaque fois fait bonne figure en Europa League. Mais ici, c'est quand même un gros étage au-dessus. Ouais. Et donc, on a envie de voir un peu si on est capable de prendre des points dans la Ligue des Champions. En tout cas, on est ambitieux tout en restant à notre niveau et on a hâte que ça commence. Justement, tu parlais de rêve de gosse et c'est vrai que bon, finalement, toi, tu as tout connu avec l'Union. Hein. Tu as fait la montée en D1, tu as gagné la Coupe, tu as gagné la Super Coupe, tu as gagné le championnat. Est-ce que, on va dire, est-ce qu'il y a 5 ans, tu pouvais t'imaginer qu'un jour, tu serais en Champions League à entendre l'hymne mythique de cette compétition? Il y a 5 ans, si je pense à la Ligue des Champions, c'était plus un rêve. Ici, on va le toucher du bout des doigts. Non, c'est magnifique, c'est incroyable. C'est ma 6e saison au club. Donc, comme tu l'as dit, j'ai vécu beaucoup de bons moments avec l'équipe. Mais ça a été très, très rapide pour le club. Et même si on a couru longtemps après ce titre, on a réussi à aller le chercher l'année passée. Et ça nous donne le droit de participer à cette Ligue des Champions. Donc, c'est quand même un rêve de gosse qui se réalise à 35 ans. Après, voilà, mon statut dans le groupe est un peu différent. Donc, l'Europa League, je l'ai connu sur le terrain. J'ai commencé un match, etc. Ouais. Ici, on verra bien si je suis dans le groupe ou pas. C'est plus compliqué depuis quelques années. Mais quoi qu'il arrive, on se déplace en équipe, en groupe élargi. Et l'expérience, tout le monde l'apprend. Et on a hâte de la vivre. Ouais. C'est un peu comme un aboutissement finalement. Oui, c'est vrai. 35 ans, on dit souvent que c'est un peu l'année charnière pour la fin des carrières. Donc voilà, on verra combien de temps la mienne va encore durer. Mais en tout cas, pouvoir vivre ça maintenant, c'est génial. Ouais. Et toi, Fabrizio, parce que toi aussi, finalement, t'as tout, en tant que supporter, tu as tout connu avec l'Union. Aussi bien, je dirais, toutes les descentes, les remontées successives. Ça doit quand même être quelque chose de spécial pour toi de te dire, bon, il y a X années, on était 500 en tribune à regarder l'Union en Détroit. Et aujourd'hui, on va affronter des gros clubs comme le Bayern ou l'Inter de Milan. Ça te fait quoi en tant que supporter? Disons, certainement, c'est effectivement, tu parlais de rêve, c'est aussi pour les supporters, je ne parle pas seulement en mon nom, enfin, je parle pour les supporters unionistes en général. C'est quand même assez incroyable ce qu'on vit ces dernières années, parce que l'attente de la D1, ce retour, était quelque chose qui était absolument, c'était un mirage, quoi. Pendant des décennies, c'était quelque chose qui était pratiquement inaccessible, impossible. Voilà, donc de l'ordre du miracle. Et puis bon, ça s'est produit. Et comme Guillaume, tu as utilisé le terme juste, tout est vraiment s'est accéléré de manière très très rapide. Parce que quand bien même nous avons retrouvé la D1 après tant d'années, c'était pas du tout évident que dès le début, on joue le titre. C'est quand même assez impressionnant. Et que chaque année, on soit là de nouveau à jouer le titre, c'est quelque chose d'assez extraordinaire en soi. Mais ça montre la qualité du travail, du staff, ça montre la qualité surtout du projet. Hein, parce que souvent, on parle mal d'investisseurs, et en particulier d'investisseurs étrangers qui viennent avec de l'argent, etc., etc. Et ici, quand même, à l'Union, on a eu la chance d'avoir des investisseurs, une propriété anglaise, certes, mais qui non seulement connaît le football, qui connaît le football d'aujourd'hui, et pas le football de hier, hein, et qui est vraiment, je dirais, en train de travailler de manière très, très précise, avec une vraie méthodologie de travail qui s'applique à tous les niveaux, que ce soit à eux, dans le sportif, que ce soit dans l'administratif. C'est-à-dire ils ont une vision, hein, ils ont un projet, et quand ils parlent de culture du club, c'est une culture du travail. Hein. Et donc, je trouve que ça, c'est très, très important à souligner, parce que ça explique le pourquoi et le comment. On se retrouve aujourd'hui à parler, hein, de quelque chose qui était inimaginable il y a quelques années, c'est-à-dire pouvoir jouer en Champions League et affronter des équipes qui ont gagné la Champions League. Il ne faut jamais oublier que dans les équipes que nous allons affronter, il y a des équipes qui ont gagné la Champions League, que ce soit l'Inter, le Bayern Munich, Marseille,
hein, ce sont le PSV, ce sont des équipes qui ont gagné la Champions League. Donc c'est quand même quelque chose voilà, d'unique et donc de très très enthousiasmant pour toute la famille unioniste. Avant d'aborder, je dirais, la campagne de cette année-ci, j'aimerais faire un petit bond en arrière avec toi, Fabrizio, parce que je sais que toute l'histoire de l'Union est condensée dans ton cerveau. Ça, c'est beaucoup. Hein, oui, enfin, en tout cas, une bonne partie, je pense. Et donc, si on regarde un peu, je dirais, les années glorieuses passées, bon, c'est vrai que là, les 3 dernières saisons, hein, Guillaume pourra le confirmer, on a fait quelques très belles campagnes européennes. Mais avant ça, l'Union avait déjà joué en Coupe d'Europe et si je ne me trompe pas, avait déjà aussi affronté un des clubs qu'on va affronter, Marseille. On avait déjà joué contre eux. Oui, c'est le cas, effectivement. Donc, d'abord, peut-être on peut partir vers l'arrière. Alors à ce moment-là, en partant d'il n'y a pas si longtemps, donc ce premier match européen que l'Union rejoue, hein, et où tu étais là, contre les Rangers, donc déjà un préliminaire de Champions League, et là tout à coup, même si c'était un préliminaire de Champions League, on prend conscience tout à coup du vertige, hein, du vertige par rapport au club et ce que le club est en train de vivre. Je ne sais pas comment vous l'aviez vécu à l'époque, ce premier match européen. Très sereinement, parce qu'on avait la chance d'avoir le premier match à domicile, entre guillemets, parce qu'on l'a joué à Louvain. On l'a très bien joué contre une équipe de Rangers qui n'était pas encore vraiment prête, je pense. On gagne 2-0 à domicile et la semaine d'après, on va là-bas. Et là, c'est une autre expérience. Malheureuse, au final, on est battu 3-0, mais on se prend une expérience incroyable dans la gueule, entre guillemets, et un stade complètement fou. Pour ma part, une des plus belles expériences par après que je peux dire, mais une ambiance folle et on a pu goûter à cette Ligue des Champions, ou du moins à ces derniers tours qualificatifs. Et ouais, on l'a vécu assez sereinement, sans trop se poser de questions, et on est passé pas loin au final. On est passé pas loin, et ça c'était donc le retour, après tant d'années, de l'Union, puisque le dernier match européen de l'Union, c'était en 64 contre la Juventus de Turin, équipe qu'on aurait pu rencontrer, et que personnellement j'aurais souhaité rencontrer pour plusieurs raisons, entre autres parce que peut-être que nos auditeurs ne le savent pas, mais l'Union et la Juventus ont cette particularité unique dans le monde du football professionnel d'avoir été fondés le même jour, donc le 1er novembre 1897. Wow. Voilà, ou 1897, puisque nous sommes quand même en Belgique. et donc voilà. Et alors, parmi les équipes, il y avait plusieurs équipes que nous avions rencontrées lors de notre participation à la Coupe des villes de foire. Donc, il faut savoir que lorsque les Coupes d'Europe ont commencé, dans les années 50, il y a eu directement la Coupe des champions, qui était réservée aux clubs champions. Et puis, ils ont mis en place d'autres coupes, la Coupe des coupes et la Coupe des villes de foire, qui au début était une coupe sur invitation. Hein, et qui s'appelait Coupe des villes de foire parce que c'était des villes qui organisaient des foires qui pouvaient s'inscrire. Voilà. Et Bruxelles organisant des foires, on a proposé à Anderlecht de participer. Et Anderlecht, à l'époque, a refusé. Donc c'est l'Union qui a participé à cette édition. Et le premier match, c'était contre Leipzig, donc, qu'on a gagné 6-0. Et donc l'aventure a commencé comme ça pendant quelques années. Mais il faut bien comprendre qu'il y a une grande différence entre cette coupe qui est devenue après la coupe UEFA, ces coupes au début dans les années 50 et les coupes d'aujourd'hui. À l'époque, en fait, le fait de vouloir participer à la Coupe des villes de foire pour l'Union était une manière de redorer un peu le blason. Pourquoi ? Parce que le dernier titre était de 1935, hein, à l'époque. Il y avait eu la guerre, l'après-guerre, et l'Union avait même connu une première descente, hein, en deuxième division en 1950. Puis il était remonté l'année suivante, mais donc le club connaissait une période où il voyait d'autres clubs émerger, comme Anderlecht ou le Standard, par exemple. Et donc, il fallait redorer le blason. Donc, ils ont participé à la Coupe des villes de foire pour des raisons vraiment d'image, on dirait aujourd'hui d'image. En fait, au niveau financier, c'était une catastrophe. Hein.
c'est une des choses, pas la seule, mais c'est un des facteurs qui ont entraîné après la grande crise de l'Union dans les années 70. Parce que les rentrées d'argent ne suffisaient pas à couvrir les sorties d'argent. Et donc on a rencontré pas mal d'équipes, l'AS Roma qu'on a éliminé, la Juventus qui nous a éliminés, et l'OM en 1962, dans l'édition 1962, où Guillaume, donc, c'est le premier match européen dans une coupe européenne de Marseille. C'est Marseille-Union, 1-0, okay, au stade Vélodrome. Et ensuite, le retour au Duden, c'est 4-2 pour l'Union, et l'Union se qualifie. Okay. Voilà. Et l'autre chose aussi qu'il faut savoir par rapport à cette participation dans la Coupe des villes de Foire, c'est que l'Union a atteint les demi-finales d'une des compétitions, et où on a joué contre Birmingham City et on a perdu. Mais à l'époque, donc, quand même, on peut le dire encore aujourd'hui, nous sommes le premier club belge à avoir atteint le stade des demi-finales. Voilà, on n'a pas atteint le stade des finales. Après, il y a d'autres clubs qui ont gagné les coupes européennes, et pas nous, quoi. Mais bon, voilà. Donc, c'est un challenge, hein, maintenant pour cette année, Guillaume, mais ça me paraît très difficile. Il faut avoir de l'ambition, tu as raison. Justement, en parlant d'ambition, c'est une bonne, je dirais une bonne transition, parce que je sais que tu vas malheureusement devoir nous quitter d'ici quelques minutes, puisque tu vas rejoindre ton prochain entraînement. Quelles sont justement les ambitions du groupe? J'avais lu il y a quelques semaines, pendant l'été, avant évidemment que les adversaires soient connus, qu'Alex Musio avait déclaré entre autres que l'Union avait une bonne chance de terminer dans les 24 premiers. Maintenant, entre-temps, on sait contre qui on joue. C'est quoi l'ambition du groupe? C'est quoi l'état d'esprit? Comment vous abordez cette campagne? On n'a pas encore vraiment discuté des ambitions. Après, je pense qu'on a montré en Europa qu'on avait les capacités de pouvoir faire le gros dos et de bousculer des grandes équipes qui ont l'habitude de jouer la Ligue des Champions, qui étaient en Europa ces dernières années. Donc je pense qu'il faut en avoir de l'ambition, mais il faut rester réaliste aussi. Chaque match va être très compliqué et il faudra sortir des énormes performances avec du très haut niveau pour espérer ramener des points. Donc ça, faut être réaliste, mais c'est pas impossible. Donc le nouveau format fait que il y a énormément de possibilités pour prendre des points. Il y a 8 matchs à la place de 6, et qu'avec une bonne dizaine de points, on peut déjà s'en sortir, limite pour le barrage. Donc voilà, l'année passée, ça a été compliqué en début de parcours, et puis finalement, on avait pris plus de points après. Donc voilà, chaque match sera à jouer. C'est un peu bateau de le dire, mais on est capable de souffrir contre des grandes équipes, je pense. On a ce qu'il faut dans le caractère des unionistes, et on verra. Donc l'ambition, on ne l'a pas fixée encore entre nous. Le président est très ambitieux et c'est très chouette à voir. Mais ouais, il faut jouer une compétition pour au moins essayer de passer le premier tour, ça c'est sûr. Ouais. Qu'est-ce que tu penses? Mais moi, je pense que c'est une belle mentalité. C'est ça l'attitude qu'il faut avoir, parce qu'on n'a rien à perdre. En fait, quand on regarde le groupe, il faut être sincère, il faut être honnête. Nous sommes le plus petit, des 8. La pression, elle ne sera pas chez nous, ça voilà, c'est sûr. Ça. Et donc, voilà. Après, par exemple, je prends le PSV qu'on va jouer à Eindhoven. On a joué un match amical, il me semble, en pré-saison, et on n'a pas. Il me semble retenir qu'on n'avait pas été tout à fait ridicule contre eux. Non, pas du tout. Après, il faut toujours bien mettre la différence entre la prépa et la compétition. On est aussi réaliste sur le fait qu'il y aura des moments compliqués dans les matchs, mais ça, on a pu déjà le montrer à l'échelon Europa League ou au football belge. On est capable, je pense, de résister. Après, il ne faut pas se mentir. Les matchs qu'on a déjà gagnés en Belgique, en se facilitant la tâche, en commençant très fort, en marquant très vite, ça peut nous tomber dessus en Europe, et là, ça devient compliqué. Mais honnêtement, on sera confiant et un minimum ambitieux, ça c'est sûr. Comment on se prépare pour des matchs comme ça? Parce que j'imagine c'est pas la même chose que de se préparer à aller jouer contre Dender, enfin avec tout le respect pour Dender, mais je veux dire, si demain tu joues contre le Bayern, comment on se prépare en tant que joueur, en tant que groupe, comment ça se passe? C'est vraiment, il y a une différence? Ou c'est plutôt au niveau psychologique? Il y a une approche psychologique, il y a aussi une approche pratique. Quand on joue à l'extérieur, forcément, on s'envole le jour avant, on s'entraîne sur le stade la veille au soir, et puis on joue le match et on reste encore le lendemain pour la récup, l'entraînement des joueurs qui n'ont pas joué, et on revient en Belgique pour le match de compétition qui suit, c'est souvent 2 jours après. Et au niveau de la motivation, je pense que ça doit être des matchs assez simples à préparer. La motivation vient d'elle-même, on connaît la façon dont on
on crée les noyaux à l'Union et les joueurs savent que c'est des moments hyper importants si on veut faire évoluer une carrière. C'est des moments où la lumière est clairement présente et il y a beaucoup de monde qui regarde. Donc la plupart des joueurs qui explosent en Europe, souvent ils nous quittent malheureusement pour nous, mais tant mieux pour eux parce que ça fait partie du processus. Donc la motivation elle est très simple à aller chercher. Après on les prépare de la même manière que le football belge dans le sens où il y a une analyse qui est faite de l'adversaire. On regarde malgré tout les points forts et les points faibles parce que chaque équipe, je pense, a quand même des points faibles et on essaie de jouer là-dessus en jouant avec nos armes et en essayant de trouver les failles de l'adversaire. Et en sachant que, comme tu dis, sans manquer de respect à Dender, on sait que le match qui arrive 3 jours après en Belgique, c'est un match qui va nous permettre de prendre des points pour rester en haut en Belgique et nous permettre, pourquoi pas, de jouer une deuxième année consécutive la Ligue des Champions ou au moins une Coupe d'Europe. Donc chaque match, en tant qu'unioniste, la motivation est quand même assez simple à aller chercher. Et puis on a un coach qui est très très fort pour nous motiver et choisir chaque fois les bons thèmes et les bons sujets pour nous booster. Ok, mais écoute, merci, c'est passionnant. Et là, je sais que vraiment on fait signe que tu dois absolument partir. Donc, on va te libérer. Et en tout cas, déjà, merci d'être venu. Merci pour ta contribution. Et on te souhaite évidemment le meilleur à toi et à l'Union pour cette campagne européenne. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour l'invitation. Merci, et je vous laisse Guillaume. terminer en beauté. Merci. Parfait. Ciao, Guillaume. Voilà, on vient de libérer Guillaume. En tout cas, je le remercie encore. Et maintenant, je voudrais encore aborder quelques sujets avec Fabrizio. Tout d'abord, Fabrizio, en tant que supporter de l'Union, je voulais aussi savoir comment on vit justement l'approche de cette campagne Champions League au sein des supporters unionistes. Qu'est-ce qui vit? Quelles sont les attentes? Comment on voit les déplacements? Est-ce que tu as déjà pu, je dirais, recueillir dans ton entourage prendre la température, je dirais, au sein de la communauté? Mais il y a beaucoup d'enthousiasme et effectivement, il y a quand même une frénésie parce que déjà avant de savoir quel déplacement on allait faire, parce que évidemment, tout le monde est toujours très heureux d'accueillir de grandes équipes. Hein, donc, je pense que, voilà, un peu comme Guillaume l'a dit tantôt, des noms comme le Real ou Barcelone faisaient quand même rêver hein, la plupart des supporters unionistes, en tout cas de pouvoir les recevoir ici à Bruxelles. Et dans les déplacements, évidemment, il y avait des déplacements quand même qu'on craignait parce que, bon, je veux dire, si tu dois aller à Almaty, au Kazakhstan, ou à Bodo, Glimt, tout au cercle polaire arctique, c'est quand même pas tout à fait la même chose t'organiser ou organiser en tant que groupe de supporters un déplacement dans des villes plus proches, quoi. Donc ça, c'est... Et puis chaque déplacement, évidemment, chaque endroit, dans chaque ville, il y a... quel est le club, la couleur du club, quand la couleur au sens vraiment couleur locale, hein, donc quelle est aussi la renommée du club, de leurs supporters, et donc il y a toujours quand on a une confrontation qui se fait maintenant que le tirage a eu lieu, donc on sait où on va, et donc il peut y avoir des gens qui sont plus déçus parce que c'est vrai que voilà, on peut considérer qu'il y a des côtés positifs à aller à Eindhoven, c'est que voilà, tu y vas en voiture ou en bus et tu reviens le soir même et ça te coûte quand même pas moins cher, on va dire, c'est moins coûteux, mais d'un autre côté, bon, c'est pas ça moins le goût du déplacement européen et quand tu as des matchs possibles en Champions League, bon, mais après ça c'est compensé, il y a Madrid, il y a Munich par exemple, il y a Istanbul à nouveau où on a été déjà. Là de l'autre côté, on est un peu abonné à Istanbul. oui, disons oui, mais on a connu l'autre côté, le côté asiatique d'Istanbul. Là on va connaître le côté la ville européenne, qu'on va dire entre guillemets, hein, puisque le gala est de l'autre côté du Bosphore. Et donc et puis c'est deux clubs rivaux, donc mais c'est des ambiances comparables au niveau chaleur, etc. Et donc il y a toujours cet élément en fait, le supporter a toujours envie de vivre de nouvelles expériences. Hein. Donc par exemple, devoir retourner à Leverkusen avec tout le respect que j'ai pour cette équipe, bon, je veux dire, il y a des endroits où tu n'as pas nécessairement envie de retourner parce que tu as déjà été plusieurs fois. Et donc par exemple, bon, devoir rejouer une troisième fois les Rangers quand même, donc
merci Bruges. Donc, je veux dire, ils nous ont évité, parce que j'étais certain qu'on allait les prendre. S'ils passaient, j'étais certain qu'on allait de nouveau les rencontrer. Et donc voilà, ça c'est un peu et tout le monde vit ça de manière différente. Mais maintenant, chaque club de supporters s'organise, puisque quand même les déplacements sont parfois libres dans le sens que les personnes se déplacent par leurs propres moyens comme elles veulent, etc. Pas tous les déplacements sont organisés en car. Je pense qu'Eindhoven le sera vu la proximité de la ville, mais ensuite il y a quand même une organisation qui se met sur. Tu vois, il y a une organisation et à la fois avec les personnes du club qui sont concernées, donc, et aussi pour pouvoir avoir toutes les données en fait du déplacement et notamment le cadre qu'on va trouver dans cette ville, où est-ce qu'il y a un point de rassemblement des supporters unionistes, comment on va tous ensemble au stade. Enfin, il y a quand même beaucoup de choses qui se mettent toujours en place, mais ça c'est la routine, ça se passe pour n'importe quelle équipe, dans n'importe quel déplacement. Et donc je pense que c'est on a vécu ces dernières années l'Europa League, voilà, c'est chouette, voilà, mais la Champions League a une saveur particulière. Et donc, il y a quand même. Puis bon, il y a les équipes qu'on recevra. Et donc, c'est vrai qu'il y a des équipes des équipes qui ont été championnes d'Europe. Donc, voilà. Dans les équipes, je souligne par exemple l'Inter de Milan, qui est quand même un très gros morceau à jouer à domicile. Et donc, juste pour un petit rappel historique comme ça, nous avons joué contre l'Inter de Milan il y a très très longtemps, il y a plus de 100 ans, quoi. Donc voilà, c'est une autre époque, voilà, une époque glorieuse, l'époque de l'Union glorieuse, de la glorieuse Union. Ouais, mais justement, par rapport à cette époque-là, parce qu'on avait abordé tout à l'heure, quand Guillaume était encore là, on avait apporté, je dirais, l'époque où on avait par exemple, entre autres, affronté Marseille. Mais évidemment, bien avant ça, l'époque glorieuse de l'Union, où l'Union a été maintes fois championne de Belgique, il y avait déjà des compétitions européennes. Est-ce que... Il n'y avait pas seulement des compétitions européennes, évidemment, il y avait des compétitions européennes, mais il y avait, alors, ça avait d'autres formats, évidemment. L'UEFA n'existait pas, mais la FIFA existait. Et bon, juste un petit rappel, à l'époque, avant la Première Guerre mondiale, l'Union était un des clubs les plus réputés au niveau européen, au niveau international. Et comment on jugeait un peu la réputation des clubs, c'était sur les invitations qui étaient faites pour aller disputer des tournois à l'étranger ou lors de tournées à l'étranger. Et l'Union a comme ça voyagé dans toute l'Europe et de grands clubs nous ont invités, que ce soit en Autriche, en Allemagne, partout. En Espagne, par exemple, on a participé au tournoi pour l'inauguration du stade de la Real Sociedad. On a rencontré l'Athletic Bilbao aussi. On a rencontré pas mal d'équipes comme ça. Et cette réputation faisait aussi que les clubs venaient jouer ici et nous on allait jouer chez eux. Et donc avec la ville de Milan, on a eu une grande activité avant la Première Guerre mondiale et juste après, entre autres parce que l'un de nos meilleurs joueurs de tous les temps, Louis Van Gaal, dit Luigi, a été transféré de l'Union à l'AC Milan avant la Première Guerre mondiale en 1910, si mes souvenirs sont bons, et là, il est devenu une des vedettes. Donc, au musée de l'AC Milan, le joueur qui est mis en avant pour l'époque des pionniers, c'est-à-dire avant la Première Guerre mondiale, c'est lui, c'est Van Gaal, tu vois, parce qu'il a inscrit 98 buts en 92 matchs officiels avec l'AC Milan. Donc, quelque chose d'impensable. Et puis, il y a eu la guerre, il est revenu combattre ici dans les tranchées, en Belgique, et ensuite, il est revenu jouer pour l'Union et pour la Belgique. C'est un des 6 joueurs de l'Union qui ont gagné le seul titre international à ce jour des Diables Rouges, le titre olympique en 1920 avec les Jeux Olympiques d'Anvers. Et cette année-là, en fait, donc juste avant, en 1919, on a l'inauguration du Duden. C'est l'AC Milan qui vient pour inaugurer le Duden. Et à Pâques, en 1920, il y a un tournoi qui est organisé à Milan avec les 2 équipes
milaniste, donc l'AC Milan et l'Inter de Milan. Et on joue les deux. Et on gagne le tournoi, on bat l'AC Milan 6-0 et on bat l'Inter pour la première fois qu'on les joue 1-4. Donc voilà, et on gagne le tournoi. Ouais. Donc il y a un peu un recours historique. Maintenant, je vais dire, il faut être honnête, j'ai pas envie qu'il y ait un effet miroir, si tu veux, parce que c'est plutôt le 1-4 chez nous. Oui. Enfin, il ne faudrait pas. Quoi. Mais bon, voilà, je veux dire, il faut quand même. Ouais. Mais c'est une autre époque. Mais ça montre aussi, comment dire, que l'Union a eu jusqu'aux années 30, avec l'Union 60, une très grande renommée. Et à l'époque, il y avait des compétitions. Et donc, avant la Première Guerre mondiale, il y avait notamment la Coupe Van den Straat-Ponto, qui était une sorte de prémisse, d'embryon de Champions League. Et puisque c'était des clubs champions de différents pays européens continentaux qui pouvaient y participer. Et l'Union a remporté 3 fois le titre, hein, en 1905, 6 et 7. Et a ensuite gardé la coupe, puisque à l'époque, comme pour la Coupe Jules Rimet, la Coupe du Monde Jules Rimet, l'équipe qui l'a gagnée 3 fois pouvait la garder. Donc on a gardé la Coupe Van den Straat-Ponto, qui est en fait une des prémices un embryon de début. Un embryon de Coupe des Champions. Des Champions. Donc il y avait à la fois des tournois, des tournées, donc des matchs amicaux qui avaient une valeur quand même importante. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'autres compétitions. Aujourd'hui, un match amical n'a pas la même valeur que dans les années 10 ou 20, à l'époque du football des pionniers. Quoi. Ouais. C'était aussi un autre monde au niveau des réseaux sociaux. Hein. Il n'y avait pas tout ceci. Ouais. Il n'y avait pas les réseaux sociaux, l'Internet, donc les infos circulaient par papier ou bien par ciné, comment dire, les infos au cinéma et puis la radio. Tu vois. Donc voilà, c'était un autre univers. Mais étrangement, quand on lit la presse de l'époque, qu'on s'intéresse un peu à l'histoire du football, c'était très, très, comment dirais-je, tout le monde savait tout, partout. Un supporter de football en Italie ou en Espagne savait l'existence de l'Union Saint-Gilloise, connaissait l'existence de l'Union Saint-Gilloise ou d'autres clubs. Tu vois, l'information circulait quand même d'une autre manière, mais elle circulait. Quoi. Et donc voilà, c'est ce qui est très beau, c'est qu'on renoue avec la Champions League, on renoue avec quelque part, on réécrit une nouvelle page. On réécrit une nouvelle page. Et, écoute, c'est super passionnant. Je pense que nos auditeurs ont à nouveau appris des choses qu'ils ne connaissaient pas. Voilà, on arrive à la fin de l'émission. Fabrizio, un grand merci. Merci à toi pour l'invitation. Comme d'habitude, on a appris plein de choses et c'était vraiment super. Pour les auditeurs, merci de nous avoir suivis. On se verra au prochain épisode et entre-temps, n'oubliez pas de nous suivre sur Spotify et sur YouTube. Merci beaucoup et à la prochaine. Ce podcast vous a été proposé par 1897 et Pix Sport. Retrouvez 100% de l'UEFA Champions League sur Pix Plus Sport. Pour plus d'informations, rendez-vous dans la description.